beaucoup de canopées. C'est un mot très très beau d'ailleurs. Ouais. Pourquoi, dans le fond, pourrait-on un peu le tordre un petit peu, ce mot, au bénéfice peut-être d'une vision trop aérienne? Vision trop aérienne, vision sans doute nécessaire. Je veux dire qu'il faut donner à voir parce que ce qu'on voit est mieux compris quelque part. Mais si on pouvait développer l'intuition qu'il y a une relation, un faisceau en fait, vivant entre la feuille, le rameau, la branche, le tronc et les racines, jusqu'à l'intimité du sol dont nous parlions justement, eh bien en fait on peut comprendre que la canopée, on n'en perçoit que la partie apparente en fait, et que c'est essentiel en fait pour, je pense, la suite de nos échanges, parce que si on ne comprend pas, si on n'a pas l'intuition qu'il y a une relation directe entre le sol qu'on ne voit pas parce qu'on marche dessus en fait, et l'expression de la canopée, dans sa diversité, dans son ampleur, eh bien, en fait, on rate le sujet. En fait, le sol, c'est ce qui permet de générer la vie au sens où, sans sol, la vie n'aurait pas existé dans les écosystèmes terrestres. Hein, c'est-à-dire que quand les premiers animaux et les premières plantes sont montés de la mer vers la terre, et elles ont rencontré un support, et ce support était le sol. Donc il y a en fait une véritable coévolution, hein, depuis des millions d'années, entre les sols et la partie apparente de nos écosystèmes, enfin en tout cas apparente pour nous. Alors ça veut dire que ça c'est le point central, la notion des représentations, elle est très importante pour approcher la question des sols et comment s'en saisir. En effet, parce que les sols ne nous sont pas familiers. C'est-à-dire que les sols, on marche dessus, on circule dessus, on vole au-dessus, mais en fait, on est assez peu en relation directe avec l'intimité du sol. Donc, comment en fait avoir cette expérience du sol? Eh bien, c'est pas si facile, c'est pas si accessible le sol. Donc, comment en fait inviter les gens à toucher du sol, voilà, pour en saisir davantage l'intérêt quelque part. L'idée, c'est puisqu'on a ce passif environnemental sur des sols artificialisés qu'on connaît bien aujourd'hui, l'idée de cette ambition, me semble-t-il, c'est en fait de désartificialiser des sols, d'une part, et d'autre part, c'est d'éviter d'en artificialiser davantage. Voilà. Alors donc, cette question de la lutte contre l'étalement oblige en fait la ville dense à poser la question de sa désartificialisation. Et donc, il va y avoir des compromis un peu difficiles à trouver. Rappelons simplement que la loi biodiversité du gouvernement précédent, sous l'autorité et l'impulsion de Ségolène Royal, a mené dans le gouvernement aujourd'hui un plan biodiversité 2018 qui valide le fait que l'étalement urbain est un peu un parallèle de l'érosion de la biodiversité si on prend des temps longs derrière nous, et que donc la solution, c'est d'essayer de désartificialiser les sols et surtout d'éviter de continuer à en consommer. Voilà. Oui, mais comment on va faire pour faire zéro artificialisation nette? D'accord ? Alors, le sujet, pour ne pas le rater, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut aussi se saisir d'outils et pouvoir l'observer au prisme d'indicateurs. Vous parliez de bio-indicateurs. De quoi s'agit-il? Alors, le bio-indicateur, c'est un élément du monde du vivant qui permet de rendre compte d'un état, d'une évaluation, en fait, du vivant au niveau du sol. Donc, parmi les bioindicateurs, on peut définir les micro-organismes, on peut définir ce qu'on appelle les nématodes, qui sont qu'on appelle en termes savants la mésofaune, et puis on peut parler bien sûr de nos stars, c'est-à-dire des vers de terre, bien sûr. Alors, aussi une autre petite approche qui mérite un éclairage, la notion de biodiversité. Alors, on l'entend et c'est tant mieux, mais on l'entend et peut-être parfois, j'ai cru comprendre, ça pouvait vous agacer. Non, pas du tout. La biodiversité est un mot tout à fait correct, à la mode, support de prise de conscience, et il faut bien sûr y participer. Non, ce que je veux dire, c'est que la biodiversité n'est pas forcément une fin en soi, et qu'il va falloir réinterpréter ce mot-clé en relation à d'autres mots
pour pouvoir faire des choix importants pour la ville de demain notamment. Alors, la réinterpréter, c'est prendre un focus beaucoup plus large, c'est-à-dire quand vous voyez des représentations dans les productions des études de l'agence, qu'est-ce qu'il faut rajouter autour d'un arbre? Vous êtes filmé là devant un de ces arbres. Qu'est-ce qui est non négociable dans la représentation? Dans la représentation, il faut représenter le sol dans la relation à la biodiversité. Donc en fait, comprendre que le sol en fait, est en lui-même un habitat, c'est-à-dire un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales, mais aussi végétales. Puisque nous, on perçoit le végétal qu'à travers le tronc et les feuilles. On devine les racines à la base du tronc, déjà parfois quand les racines arrivent à défoncer en fait l'asphalte ou le béton. Ça nous fait plus ou moins plaisir, mais enfin bon, ça dépend plaisir à qui, pas forcément aux responsables de la voirie d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que c'est l'invisibilité. Donc quelle place on donne dans nos décisions à ce qui ne nous est pas vraiment visible. Et j'aimerais en fait là-dessus dire qu'en ce qui concerne le sol milieu de vie, en fait, il y a un certain nombre d'animaux dans le sol qui vont permettre d'indiquer si le sol est plus ou moins vivant, ça c'est une chose, mais ensuite, quand on parle de biodiversité, on va avoir en fait, des niveaux de fertilité des sols tout à fait différents qui vont renseigner en fait différents états ensuite de la végétation et par là même, disons, au-dessus du sol, un certain nombre d'habitats, de fonctions liées aux animaux et liées à tout le cortège végétal qui fonde en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité urbaine. Mais en fait, il n'y a pas de possibilité de faire abstraction entre le sol et l'ensemble des animaux en ville ou à l'extérieur de la ville, dans les écosystèmes terrestres, bien sûr. Et j'en veux pour preuve, par exemple, qu'en ce qui concerne les oiseaux, rappelons-nous que les oiseaux ont été un des marqueurs très forts de la prise de conscience dans les années 70 autour de La campagne silencieuse, cet ouvrage américain dont je ne me permets pas, je ne sais pas en capacité de retrouver l'auteur, mais c'est vrai que dans ces premiers moments en fait, de prise de conscience de l'importance du vivant pour l'humanité à cette époque, beaucoup de gens se sont mobilisés sur la cause des oiseaux. Or, les oiseaux sont en relation nourricière avec le sol d'une manière très forte sur un certain nombre d'oiseaux pour des périodes essentielles de leur cycle de vie, de leur reproduction ou tout simplement de leur épanouissement en tant qu'animaux. Donc voilà, donc cette relation au sol, elle est naturelle en fait pour les animaux, même pour les oiseaux qui ne vivent pas sur le sol. Voilà. Alors, si je comprends bien, c'est très intéressant parce que vous nous dites, en gros, il faut voir les choses en très, 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 très grand, d'accord, en très, très profondeur, et la nature en ville, c'est le perméable, la relation aux usages, l'adaptation au changement et la pollution. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 4 items de la nature en ville? Perméable. Oui, perméable, parce que en fait, quand on parle de ville perméable, on parle de sol perméable. Mais en fait, si on va vers les solutions un peu technologiques, on peut très bien faire entrer de l'eau dans des sols, dans des sous-sols, réguler en fait le risque, comme on dit, le risque pluvial, c'est-à-dire l'aléa qui conduit à des possibilités d'inondation. Mais en fait, la pluie utile à la biodiversité, c'est pas la pluie exceptionnelle qui règle en fait tous les calculs de l'espace public aujourd'hui malheureusement, mais c'est la pluie habituelle, la pluie normale en fait. Et cette pluie normale, c'est elle qui en fait alimente les végétaux et les animaux dans la ville. Et cette pluie en fait doit rentrer dans le sol parce que en fait les fondamentaux de la biosphère, c'est-à-dire les végétaux, en ont besoin pour, en fait, in fine, ce qu'on appelle transpirer. En fait, ils transpirent par leurs feuilles, et ils ont besoin d'eau au niveau de leurs racines pour transpirer au niveau des feuilles. Et ça, c'est effectivement essentiel que la ville soit perméable, parce que si elle est imperméable, elle ne permet pas, en fait, aux racines de s'alimenter en eau. Voilà, alors donc ça, c'était pour la perméabilité. Ensuite, rapidement, sur la pollution. Le problème, c'est plus le sol sera vivant, même s'il est contaminé,
en fait, plus les contaminants vont pouvoir être dégradés, en fait, par les organismes vivants dans le sol. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis, plus il y aura de canopée, justement, plus elle sera dense, plus elle sera développée, plus nous autres qui respirons l'air, en fait, on sera protégés par le fait d'un air filtré par les végétaux. Voilà, ça c'est essentiel. Ensuite, en termes d'adaptation au changement climatique, puisque c'est un grand sujet aujourd'hui de résilience urbaine, réduction des îlots de chaleur, eh bien, on arrivera à réduire les îlots de chaleur via, en fait, la nature en ville, hein, pour sortir un peu du mot-clé biodiversité qui est un peu fourre-tout parfois. Si on parle concrètement de nature en ville, il s'agit bien d'avoir en cœur d'îlot ou dans les systèmes viaires ou d'infrastructures de la ville une canopée dense qui transpire avec le sol dans lequel il y a les racines. C'est ce qu'on appelle en termes techniques l'évapotranspiration. Donc en fait, pour réguler et pour mettre de la fraîcheur dans la ville, il faut que la végétation évapotranspire. Et donc cette évapotranspiration est strictement liée en fait à ce qu'on appelle en agronomie, cette fois-ci, puisqu'on peut se baptiser agronome urbain, au risque de l'oxymore, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important. Il y a une dimension qui est très claire, c'est que plus le sol est épais et fertile, et sous condition que les racines s'y développent, alors on peut accepter un terme dimensionnant qui s'appelle la réserve utile en eau du sol, et cette réserve utile, qui est très liée à la fertilité en réalité, va être en fait la base, la quille en fait du navire nature en ville, qui va permettre en fait à la nature de s'exprimer avec une certaine réserve hydrique. Et voilà, donc ça c'est essentiel pour l'adaptation au changement climatique. Pour en finir, les usages. Les usages, c'est nos usages. C'est-à-dire, voilà, si ça commence à chauffer en ville dans les prochaines décennies, pour tous ceux qui ont un peu voyagé, soit dans les pays du Maghreb, par exemple, soit un peu partout autour de la planète, là où il fait plus chaud, eh bien, on voit bien, notamment les gens qui vivent dans ces conditions, se mettent souvent à l'ombre. Hein, et notamment, j'insiste un peu là-dessus, parce que je pense qu'il y a un sujet qui n'est pas qu'un sujet environnemental, etc., mais qui est un sujet aussi économique et social. C'est-à-dire que pour que la ville soit vivable pour tout public, d'accord, tout le monde n'a pas la chance soit d'avoir un travail dans des conditions d'espace climatisé, comme dans les magnifiques locaux dans lesquels vous nous accueillez, c'est très gentil, mais tout le monde n'a pas un 4x4 climatisé, hein, et donc la climatisation a même un impact en fait sur ce sujet. Donc en fait, plus on sera à l'ombre, plus on vivra heureux ensemble, voilà, pour résumer, quoi. Et c'est ce qui se passe vraiment dans certains pays de cultures diverses d'ailleurs, où le fait d'être à l'ombre est aussi un marqueur, comment dire, d'identité. Hein. Oui, mais là voilà. On arrive au sujet que vous affectionnez particulièrement, c'est-à-dire l'équité sociale, l'approche effectivement de tout cet environnement pour effectivement aller vers le bien-être de la population, les bienfaits de la nature, la population. Oui. Vous me disiez tout à l'heure que ce qui compte, c'est quand même savoir bien investir sur l'avenir, et vous affectionnez la notion de pleine terre, peut-être un peu plus que les rooftops hautement symboliques, végétalisés. Oui. Pourquoi attirer notre attention sur cette pleine terre et comment travailler la pleine terre pour les urbanistes ? Alors, on va parler pleine terre au sens où les documents d'urbanisme réglementaires déjà l'énoncent comme une obligation. C'est-à-dire, vous devrez sur votre parcelle planter tant d'arbres en pleine terre. Voilà. Alors, la pleine terre, ça renvoie au fait que du continuum du sol vers le sous-sol est en relation, en fait, avec l'air, avec l'eau, etc. Donc, c'est-à-dire, la finalité globale, parce que aussi c'est ce qui est de moins cher, c'est de faire pousser des arbres dans
de la bonne pleine terre, on va dire, pour faire ça. Bon, alors il y a toujours des confusions de mots. Alors pourquoi on parle de terre et pourquoi on ne parle pas dans ce cas-là de sol? Bon, bref, parce qu'en tout cas, la terre s'oppose au sol dans les métiers de la ville, souvent, parce que le sol, on comprend le sol de sa salle de bain, le sol de son trottoir, voilà, ou de sa bagnole, mais à la limite, bon, sol bagnole, ça va moins bien parce que le sol bouge, enfin, bon, bref, il y a plus d'ambiguïté. Mais bon, si on en est au sol, ça veut dire plein de choses. Voilà, ici, on est dans une sorte de pédologie suramplifiée au 23e étage, c'est-à-dire au 23e niveau de sol de cette jolie tour de la Part-Dieu. Mais en fait, la question du rapport au sol, elle est fondamentale en pleine terre, parce que ça renvoie effectivement à un enjeu d'inertie de la biodiversité. Donc ça, c'est très important. Donc faire en sorte effectivement que grâce à ce mot-clé pleine terre, compréhensible par tous, qui s'oppose juste au sol construit, quoi, en fait, pour faire clair, et au sol donc construit enfin, disons, a priori imperméable, bon, compact, etc., enfin un peu favorable à la vie. On parle de pleine terre parce que aussi ça nous renvoie à la vie, parce que la vie, c'est la terre, enfin bon, tout un imaginaire des mots qui renvoie à cette notion. Donc, ceci dit, oui, avoir de la pleine terre bien fertile en ville me semble un élément prioritaire du débat sur l'artificialisation des sols aujourd'hui, notamment. Donc cette histoire-là, en fait, va s'écrire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on détruit beaucoup de pleine terre, et on en a déjà aussi beaucoup détruit dans les décennies précédentes, hein. C'est-à-dire que la destruction en fait, massive en fait, des écosystèmes commence au milieu du 19e en relation à la ville, justement, là où il y avait la main-d'œuvre, là où il y avait aussi en fait, la concentration économique nécessaire aux investissements d'une industrie naissante. Et aujourd'hui, on hérite en fait, de cette richesse, mais oui, cette richesse nous transmet aussi un passif, nous transmet des dettes environnementales. Et n'oublions jamais que si aujourd'hui on est dans un pays riche et qu'on est plutôt content de vivre dans un pays riche, c'est parce que en fait, nos aïeux ont créé cette richesse en polluant massivement l'environnement, non seulement ici, mais ailleurs aussi. Donc on a une petite dette importante, et donc cette dette, il va falloir la réparer. Alors on va la réparer en produisant des sols de pleine terre, mais en gérant le passif environnemental et en retrouvant, si possible, une relation plus ou moins enfouie avec un sous-sol qui est souvent plus vivant que les sols qu'on a fini par fabriquer d'une manière assez résiduelle d'ailleurs, par l'empilement de nos usages successifs. Souvent en ville, là, à la Part-Dieu, en bas, il y a quoi, 1 ou 2 mètres de remblai partout, issus de la déconstruction d'une ancienne caserne, de ceci et de cela, mais parce que bon, c'est notre métier d'observer les sols, alors on a ce privilège de le toucher, de le voir, de le décrire, de le sentir, bref, on est là-dedans, et très souvent, moi, juste derrière, à Vivier-Merle, par exemple, sur le boulevard, pourtant très urbain aujourd'hui, quand on a planté, en fait, les féviers d'Amérique un peu sur la partie, oui, je crois, sud-est du boulevard, enfin bref, on a évité de faire trop, en fait, de sol fertile à cet endroit-là, en termes de masse, c'est-à-dire on a évité d'emmener trop de terre avec nous, parce que, c'est-à-dire dans la réalisation de la fosse de plantation, pour être bien concret, pour planter ces arbres, parce qu'on s'est aperçu que dès moins 80 cm, en fait, on retrouvait des limons alluviaux, enfin des limons naturels, quoi, complètement fertiles, humides, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand on plante un arbre en ville pour produire cette fameuse canopée qui nous intéresse, eh bien, en fait, qu'on soit dans l'économie de moyens, dans l'économie circulaire si on peut, en remettant en place le réemploi de matériaux fertiles ou en les fertilisant. Alors, j'en profite pour parler là vite fait de Terre Fertile 2.0, qui est une grande ambition d'économie circulaire, dont on reparlera éventuellement, et qui rassemble en fait les paysagistes, et je les félicite parce que bon, voilà, on a été un peu promoteurs de cette solution, mais ils y sont allés, bravo à eux. Donc, en fait, l'idée, c'est d'économiser en fait les ressources pour faire en sorte que quand on fait de la pleine terre, en fait, qu'on apporte les volumes de fertilité nécessaires pour passer en fait de la surface du sol ou de ce qu'on voit apparent, c'est-à-dire voilà, la grille d'arbres, etc. Bon, il se passe pas mal de choses aussi sous les surfaces imperméables, on pourra y revenir si j'ai encore le temps, mais en fait,
les sols peuvent être fertiles, y compris sous des surfaces imperméables, mais l'essentiel, c'est que les racines trouvent leur chemin au-delà des volumes fertiles qu'on va reconstituer pour elles, et de façon à ce que l'arbre ait des décennies de vie devant lui, et pas simplement trop peu de temps, comme ce serait le cas si on le plante en bac, par exemple, qui est une solution effectivement parfois décorative, parfois répondant à des besoins, mais qui reste en fait une solution relativement peu durable, quoi. En fait, qui est un compromis un peu de court terme, mais qui coûte cher, alors que planter en pleine terre coûte moins cher. Alors ça n'exclut pas non plus, excusez cette longue digression, ça n'exclut pas non plus la présence de nature en relation au bâti. Il y a des éléments de biodiversité tout à fait intéressants en relation aux murs de pierre sèche, par exemple, qu'elles soient animales ou végétales. Il y a aussi les terrasses qu'on aménage de plus en plus en relation au bâti directement, avec les toitures terrasses ou les terrasses de niveau plus ou moins élevé en relation à un urbanisme qui va se densifier de toute façon par nécessité à la fois fonctionnelle et économique. Donc, bref, tout est là pour laisser la place à la pleine terre, et à mon avis, pour revenir sur cette actualité, c'est l'élément clé, en fait, du débat artificialisation, désartificialisation, et in fine, tenter le zéro artificialisation nette. Mais c'est passionnant. Ah bon? Merci. Donc, on parle de systèmes assez connus aujourd'hui dans la gestion justement de la biodiversité, c'est-à-dire éviter, réduire, compenser. Donc, si on peut éviter de consommer du sol, c'est bien. Si on peut, quand on est en situation de nécessairement en consommer, réduire cette consommation dans la mesure où on a des sols premiers, naturels ou fonctionnels, on y reviendra. Et puis, compenser, c'est-à-dire désartificialiser des sols en compensation, en fait, de ceux qu'on détruirait. Voilà. Donc, alors ça, c'est bien, mais ça nécessite encore beaucoup d'efforts sur les moyens de mesure déjà. Donc, il y a des sujets d'innovation purement autour des indicateurs, comment on va vraiment mesurer les choses. Parce que là, on est, si vous voulez, vraiment à la croisée des chemins entre la prise en compte habituelle des sols du point de vue foncier, quoi, en fait, du point de vue souvent de l'essentiel de la décision politique, le droit du sol, la valeur du foncier, comment on organise aussi les programmations spatiales en fonction de cette contrainte sol foncier, et sol de biodiversité, comme on en parlait précédemment, c'est-à-dire le sol volume, le sol infiltrant, le sol qui permet la transpiration de la canopée, etc. Le sol de la canopée, quoi, en fait. Bon, bref, donc là, dans zéro artificialisation nette, il va falloir savoir comment, en fait, remettre en place des indicateurs performants qui, aujourd'hui, n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, la question du sol, pour l'État, c'est essentiellement une question d'aménagement du territoire, d'abord, qui descend dans le cadre de la décentralisation à la responsabilité des élus locaux et différentes échelles territoriales. Mais globalement, c'est ça, l'aménagement du territoire, premièrement. Deuxièmement, et sujet non négligeable, les impôts, c'est-à-dire les recettes de l'État. Ça aussi, c'est un sujet majeur. Donc en fait, aujourd'hui, zéro artificialisation nette a été fabriqué un peu avec les moyens du bord, et les moyens du bord de l'État, c'est surtout le cadastre et les fichiers fonciers, mais pour l'instant, il n'y a rien dans les fichiers fonciers qui explique ou qui met une valeur dans les fonctions de biodiversité, de canopée ou de ce qu'on veut. Donc en fait, déjà, il va falloir innover sur ce sujet, et puis après, quand il s'agit de désartificialiser, d'accord, mais comment ? Et donc vous innovez, puisque dans le cadre de Sol Paysage, vous êtes au contact de collectivités, d'élus. Vous me parliez d'une réunion très récemment à qui vous êtes encore dans une pédagogie, ou ça y est, on a basculé, on est dans une inflexion? Alors aujourd'hui, on est dans une incitation de l'État ou des régions, des territoires, en fait, à innover pour adresser de nouvelles solutions, et notamment de nouvelles solutions d'économie circulaire. D'accord ? Donc, quelques témoignages de retour d'expérience. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, parce que c'est mon île de cœur, c'est La Réunion. On est à 12 000 km d'ici. Et puis, on travaille dans le sillage d'Yves-Lyon, qui a produit le plan masse de l'écocité insulaire et tropicale sur 3 communes, Le Port, La Possession et Saint-Paul. Il se trouve qu'en fait, on adresse là un projet urbain de plusieurs centaines d'hectares,
Alors magnifiquement dessiné bien sûr avec toutes les fonctionnalités de biodiversité que vous imaginez entre les hauts de la Réunion jusqu'au littoral, tout ça est parfait. Ceci dit, le problème c'est que quand on atterrit en fait sur ces 500 hectares de projet, il n'y a pas de sol autre qu'un champ de galets à peu près comme la plage du Tréport, quoi, si vous voulez. Hein, enfin, Tréport, c'est un peu loin de Lyon, mais enfin, bon, bref. Ou alors, enfin, je sais pas, une plage de galets, quoi. C'est... Voilà. Alors c'est formidable sans doute en termes de biodiversité. Hein. Ah ouais, je ne sais pas, il doit y avoir des espèces rares ici ou là, vous inquiétez pas, nos amis écologues en trouveront toujours. Non mais le problème c'est que pour faire vivre plusieurs dizaines de milliers de personnes là, pour éviter qu'ils appuient sur leur climatiseur, à condition d'ailleurs qu'ils aient les moyens de se payer la facture d'électricité de la climatisation, il va falloir planter beaucoup d'arbres. Et quand j'ai fait l'interprétation du plan masse d'Yves Lion sur l'économie circulaire, enfin pardon, sur l'écocité insulaire et tropicale, je me suis retrouvé avec un bilan de il manque 1,5 à 2,5 millions de mètres cubes de sol fertile à produire. Comment on fait ? Hein ? Donc la pratique aujourd'hui, c'est qu'on détruit en fait les sols de la Réunion, voilà, pour en fait importer des matériaux naturels. Voilà. Et donc il se trouve que là actuellement, l'actualité, c'est en fait, nous sommes en ouverture d'offres pour un marché en fait, de concession de services qui va mobiliser des investissements privés d'ailleurs pour mettre en place une nouvelle économie circulaire qui n'existe pas à La Réunion pour nourrir justement l'écocité insulaire et tropicale, et on va recycler des sous-produits industriels issus des métiers des carrières de production de granulats. On va bien sûr travailler avec les terres excavées excédentaires des programmes immobiliers ou des programmes d'infrastructure, et puis on va surtout convier la filière de recyclage en fait, de la matière organique, qui, je rappelle, est une obligation pour les collectivités de collecter les déchets verts et d'en faire quelque chose. Alors plutôt qu'aller vers l'orientation, à mon avis, droit dans le mur, d'une valorisation énergie du bois et des feuilles produits à La Réunion pour alimenter un grand four qui nous permettrait d'être indépendants sur le plan énergétique. Certes, il y a des choses à brûler sans doute pour faire de l'énergie autre que du pétrole à La Réunion, d'accord, ou du charbon, ça d'accord, mais pas nos feuilles, pas ce qui va permettre de nous produire ces humus nécessaires à la vie. Voilà, ça c'était pour La Réunion. Alors on va atterrir plutôt à Lyon maintenant, mais je peux vous assurer que ça existe aussi dans le débat, par exemple, de Paris-Saclay, où on a tout un sujet de terres excédentaires, comment adresser à partir des terres de Saclay excédentaires, bien sûr, des terres végétales pour les milieux beaucoup plus denses de la première couronne en Île-de-France où se développe le projet du Grand Paris, le projet du Grand Paris, tout un sujet très important et pour l'instant pas facile encore à modérer. Mais atterrissons à Lyon. Donc à Lyon ici, sur le site le plus démonstrateur en fait de ces nouvelles solutions s'opère en fait sur la confluence. Donc avec la SPLA Confluence qui a fait de l'innovation un des éléments clés de sa stratégie territoriale. Alors ça, c'est très important à souligner parce que s'il n'y a pas d'input managérial un peu global sur la valeur de l'innovation dans l'aménagement, en fait rien ne se passe et on continue à répéter les mêmes schémas. Donc bravo à eux. Ensuite, bravo aux concepteurs déjà, à Michel Deving dans son plan masse, puis à Base dans ce secteur plus récemment investigué en projet qui s'appelle le champ. Et donc le champ devient un champ d'expérimentation, un champ d'essai pour cette nouvelle économie circulaire. En fait, c'est le démonstrateur d'une filière qui est en train de se mettre en place d'une manière économiquement constituée autour, en fait, d'un besoin utilisateur. Alors, quels sont les utilisateurs de terre ? C'est évidemment nos amis paysagistes entrepreneurs, les gens qui font des travaux d'espaces verts, qui ont réussi à se regrouper dans un collectif, c'est suffisamment rare pour ne pas le souligner, en dehors des unités, de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, mais je veux dire que là, il y a vraiment un contexte où des gens concurrents, sur les mêmes marchés, se sont mis d'accord pour neutraliser, en fait, les enjeux économiques et techniques sur l'économie circulaire des terres, en disant, tous ensemble, on va faire les produits dont on a besoin, nous, et on va arrêter, en fait, d'être sous la coupe franche, on va le dire d'une manière un peu polémique, de nos autres amis, qui sont les terrassiers, et qui font le négoce, en réalité, de la terre. Donc il y a toute une régulation qui est en train de se mettre en place, notamment autour d'une orientation stratégique de la métropole de Lyon, qui dit, nous, on produit beaucoup de terres excavées dans tous nos sujets d'infrastructure ou d'aménagement urbain,
on pourrait alimenter en fait cette filière gérée d'une manière collective, ou dans un système concurrentiel d'ailleurs avec des terrassiers qui auraient la bonne idée de faire la même chose, parce qu'après tout, ce n'est pas à nous de défendre une profession contre une autre, mais c'est de faire en sorte que l'économie circulaire sur le territoire lyonnais émerge vers en fait le réemploi de terres excavées pour fabriquer, on va dire, de la pleine terre, enfin des terres végétales. Et ça, c'est super. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça, que ce que la nature met des centaines de milliers d'années à produire dans la coévolution dont je vous parlais au tout début, c'est-à-dire les organismes vivants et la matière terrestre, en fait, qui font des sols vivants, qu'on appelle donc des sols, quoi, tout simplement. Voilà. En fait, le mot savant, c'est pédogénèse. Hein, voilà. Alors, ce n'est pas un gros mot. Hein, voilà, c'est la genèse des sols. Donc, cette genèse des sols prend beaucoup de temps dans la nature, hein, et aboutit à des systèmes plus ou moins évolués et stables. Nous, on est en train d'essayer de produire des sols en quelques mois ou quelques années pour mettre en place une résilience de nature en ville, et toujours vers le même objectif, c'est-à-dire produire cette fameuse canopée. Xavier Marie, c'est passionnant, vraiment, je le redis. Merci. Et cette terre matière grise et régénératrice de tant de nouveaux projets, franchement, on ne regrette pas d'être venu à l'expo. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors que le modèle économique dominant aujourd'hui en pratique en fait, de production de logements, et ce qui a peut-être conduit à ce que certains auteurs appellent une fracture territoriale, c'est bien le phénomène de l'étalement, puisqu'économiquement, pour un certain nombre de foyers modestes, voilà, à moyen, c'est le bon modèle pour retrouver ce qui est dans notre tête, hein, c'est-à-dire la petite maison, peut-être pas dans la prairie, mais en tout cas la petite maison et son jardin.